Voilà, je m'excuse auprès d'Alain Badiou de commencer par un point de technique, d'occupation des places. C'est le réel, ça. C'est le réel, nous sommes déjà en plein dedans. Je voudrais bien sûr commencer par remercier Alain Badiou pour la générosité avec laquelle il a accepté de prononcer cette conférence inaugurale. L'échange de mails a été d'une rapidité absolue. À peine lui avait-on demandé qu'il a dit oui. D'ailleurs, il a dit oui à tout, ce qui fait que vous le verrez 5 fois dans le cadre de cette édition 2012 de Cité Philo. C'est le signe de sa générosité et puis aussi de sa fidélité à notre manifestation, et je tenais à l'en remercier. Présente-t-on Alain Badiou? J'ai un peu de scrupules. Il se présente lui-même très simplement comme philosophe, romancier et dramaturge. C'est sobre et ça dit tout, ou sinon tout, du moins l'essentiel. Dois-je évoquer son immense bibliographie? Non, je ne le ferai pas. Nous en avons donné un petit extrait dans la plaquette. Je me contenterai de mentionner ce livre, Le siècle, paru au Seuil en 2005, puisque c'est dans ce livre que son propos d'aujourd'hui va prendre son départ. De fait, cher Alain Badiou, l'argument que vous nous avez adressé pour présenter cette conférence inaugurale, faisant une référence explicite à ce livre, Le siècle, j'ai pris le temps de relire soigneusement votre ouvrage. Et cette relecture m'a remis en mémoire le fameux mot de Hegel, selon lequel la philosophie, telle la chouette, se lève à la tombée de la nuit, ce qui revient à dire que le philosophe ne saurait prétendre penser son époque qu'au moment où celle-ci est sur son déclin, mais aussi que quelque chose de nouveau, mais de difficilement déchiffrable, est en train d'advenir. Et de fait, ces leçons consacrées à ce qu'aura été, pour finir, le XXe siècle, vous les avez délivrées au moment même où le siècle s'achevait, donc dans un très léger après-coup, ce qui vous soumet au moins en apparence à cette loi hegelienne selon laquelle on ne pourrait penser philosophiquement que ce dont on est, le contemporain. Mais en lisant votre livre, je me suis aperçu qu'il apparaissait très vite un motif profondément anti-hegelien. C'est que vous n'entendez vous plier, ni d'ailleurs le siècle avec vous, à aucun tribunal de l'histoire, pas plus d'ailleurs qu'à quelque tribunal que ce soit, et sans doute pas à un tribunal moral, chose que vous avez en sainte horreur. Et c'est finalement ce refus de tout tribunal prononçant sur une époque dans son après-coup qui vous permet d'échapper à l'oracle hegelien. Car ce refus de la posture qui consisterait à juger le siècle a comme contrepartie positive le choix d'une méthode. C'est le mot même que vous employez, méthode que vous dites immanente. Vous entendez mesurer le XXe siècle à lui-même, non pas donc le juger après coup, ni même le juger tout court, mais vous demandez comment il s'est rapporté à lui-même, comment il s'est pensé lui-même, autrement dit, comment il a pensé sa propre historicité. Historicité, c'est un mot que je trouve très important, parce qu'il pose la question de l'historicisme, qui est une question fort débattue aujourd'hui, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans notre discussion. Pensez donc sa propre historicité, car à l'œuvre dans le siècle, il y eut depuis ses commencements quelque chose comme une pensée du siècle par le siècle, je reprends votre formule, pensez que dans une sorte de geste qu'on pourrait dire foucaldien, il suffit de considérer, de recueillir et d'entendre à nouveau. Ce qui explique que votre diagnostic, et peut-être que si le mot jugement pose problème, le mot diagnostic, vous le validerez, quoique effectué nécessairement après coup, ce diagnostic se tienne néanmoins au plus près du présent de ce qui fut, et qui est en un sens encore, pour une part, notre présent.
Quant à la leçon que livre un tel diagnostic, elle tient en une formule qui a frappé dès l'époque tous vos lecteurs. Ce qui aura caractérisé le siècle, dites-vous, le XXe siècle, c'est rien moins que la passion du réel. C'est bien sûr cette expression qui a retenu notre attention cette année-là, 2012, puisqu'elle nous semblait résonner exemplairement avec le thème de notre édition. Mais une fois relu votre livre, il m'est apparu en retour que notre thème, par son énoncé problématique et volontairement interrogatif, quel réel, se trouve faire porter sur votre ouvrage une sorte de questionnement oblique. Passion du réel, certes, mais de quel réel? Je me contente, en ces considérations introductives, de formuler l'interrogation. Peut-être pourrons-nous y revenir dans la discussion qui suivra votre conférence, mais encore faut-il d'abord l'entendre. Et je vous donne de ce pas la parole. Merci beaucoup. Je partirai en réalité de ce qui a été votre conclusion, à savoir la nature même de la question posée, qui est la question quel réel? Quel réel pour nous? Quel réel aujourd'hui? Et la présentation générale que vous avez proposée pour cette question laisse entendre qu'aujourd'hui, le réel, comme mot, comme vocable, est essentiellement utilisé de manière intimidante. Nous devons nous soucier du réel, nous devons en un certain sens lui obéir, nous devons comprendre qu'on ne peut rien faire contre le réel, ou, les politiciens préfèrent ce mot, les réalités. Les réalités sont contraignantes et elles forment une sorte de loi à laquelle il est déraisonnable de vouloir échapper. Donc nous sommes dans une ambiance d'opinion très largement partagée, selon laquelle il existerait un réel, ou à tout le moins une réalité, qui vaudrait contrainte pour toute décision raisonnable dans le champ de notre existence collective. Oui. Alors, évidemment, on peut se demander qu'est-ce que le réel, quel réel, pour que le réel puisse être ainsi manié comme ce que j'appellerais un réel imposé. Non pas un réel trouvé, découvert, rencontré, mais un réel qui est sous un principe d'imposition et qui, par conséquent, exige, dans la plupart des circonstances, plutôt une soumission qu'une invention. Cette thématique du rapport entre soumission et invention va en réalité être mon orientation principale sous différents aspects. Alors, puisqu'il s'agit de quel réel, il faut commencer. Il faut commencer par précisément ce que vous demandiez, c'est-à-dire quel réel? Quel réel, ou j'y reviendrai aussi, qu'y a-t-il de réel dans le réel? Enfin, quel est le réel du réel, après tout, finalement? Alors, le problème, c'est que s'agissant du réel, il est extraordinairement difficile de savoir comment commencer. C'est précisément un des problèmes qui, depuis l'aube des temps, tourmente la philosophie, qui est comment commencer? Comment commencer? Et comment commencer de telle sorte que ce commencement vous ajuste ou vous approprie à un réel véritable, un réel authentique, un réel réel. Alors pourquoi est-ce si difficile de commencer quand il s'agit du réel? Parce que, en vérité, on ne peut commencer ni par le concept, l'idée, la définition, ni non plus commencer par l'expérience, la donnée immédiate ou le sensible.
dès lors qu'il s'agit du réel. Alors, pourquoi on peut argumenter cette double impossibilité? Si l'on entend commencer par la définition, le concept, l'idée, alors on va aussitôt construire quelque chose dont il sera aisé de montrer que c'est une perte ou une soustraction du réel. Comment en effet puis-je rejoindre le réel, rencontrer l'épreuve du réel, du vrai réel, si je me suis justement installé de façon décisoire dans ce qui accepte d'exister sans épreuve du réel, à savoir justement l'idée, le concept ou la définition. La simple réalité du concept ne peut valoir comme une authentique épreuve du réel, puisque précisément le réel est supposé être ce qui n'est pas immédiatement réductible à ma décision de penser. Alors ça, c'est une objection très importante et très constante dans l'histoire de la philosophie, qui est que la philosophie manquerait en réalité le réel ou manquerait de réel parce que dans sa façon même de commencer, elle l'aurait en réalité raturé, oblitéré, dissimulé, et qu'elle aurait ainsi rendu en réalité impossible de le rejoindre dans le moment même où c'est la tâche qu'elle se proposait. Et pour en revenir à mon point de départ, dans ces conditions-là, à défaut d'une épreuve du réel, le réel comme imposition va demeurer. Le réel comme imposition va demeurer. C'est-à-dire la puissance d'intimidation de l'usage du mot réel va arguer précisément du concret. Elle va s'opposer à la manie idéalisante, qu'on appelle en général aujourd'hui une utopie criminelle, ou une idéologie désastreuse, ou une rêverie archaïque. Beaucoup de noms. Mais tout ça, ce qui est désigné sous tous ces noms, c'est tout simplement la faiblesse de la thèse qui prétendrait commencer la quête du réel dans la figure de l'abstraction, à quoi on va opposer un vrai réel, lui, authentique, concret, les réalités de l'économie du monde, les réalités des rapports sociaux, l'authenticité des existences concrètes, le marché mondial, réel ultime, en un certain sens. On va opposer tout ça, qui effectivement pèse lourd, à la manie spéculative qui nous a engagés au XXe siècle, dans tant d'aventures sanglantes. Il y a une chose qui va dans ce sens aujourd'hui, c'est la position dans les discussions concernant le réel de l'économie. Économie à qui est confié, en un certain sens, le savoir du réel aujourd'hui. C'est elle qui sait. On a eu l'occasion récemment de constater qu'elle ne savait pas grand-chose, l'économie. Mais enfin, c'est quand même elle qui sait. C'est d'ailleurs un point très intéressant de voir qu'elle a parfaitement survécu dans cette fonction à son incapacité absolue de prévoir ce qui se passait. Elle est donc un pas vide, l'économie. Elle est la gardienne du réel comme tel. Elle est, et ça, on ne la déracinera pas de ce point, parce qu'en effet, pour des raisons sur lesquelles on reviendra aussi, l'économie est en effet dans le statut du savoir du réel, du point de vue de la société telle qu'elle est, du point de vue du réel de notre société. Et alors, justement, ce qui est très frappant dans l'économie considérée comme science, comme savoir, c'est que tout ce qu'elle prononce sur le réel, même quand elle énonce que ce réel est voué à la crise, voué à la pathologie, voué même éventuellement au désastre, tout ce qu'elle énonce ne produit aucune rupture avec la soumission subjective à cette réalité. Autrement dit, ce que l'économie dit, prévoit ou analyse quant à l'économie, considérée comme lieu du réel, n'a jamais fait que valider
sous nos yeux le caractère intimidant de cette conception du réel et de nous y reconduire. De telle sorte que lorsque ce réel paraît défaillir, se montrer comme une pathologie pure, dévaster le monde ou les existences, et que les économistes eux-mêmes y perdent leur latin, la souveraineté de cette intimidation par le réel économique, non seulement n'est pas réellement réduite, mais elle est augmentée. Elle trouve un nouvel impérium, et les économistes trônent de façon encore plus souveraine avant qu'après. Ce qui prouve bien que c'est des gens qui ne se laissent pas destituer. Et ils ne se laissent pas destituer de quoi? Eh bien, précisément du gardiennage du réel qui est le leur. Par conséquent, on voit bien que, construit comme un régime du savoir, si on pense que le réel, il y a des gens qui le savent, par exemple les économistes ou la science économique, il y a une chose certaine, c'est que, alors, du réel que l'on sait, on ne peut précisément pas sortir. Ça, c'est une leçon extrêmement intéressante. C'est que l'économie comme telle ne nous enseigne d'aucune façon comment nous pourrions sortir de la conception intimidante et finalement oppressive du réel à laquelle cette économie, finalement, dévoue son développement et sa science. Alors ça, c'est très important parce que la question du réel, c'est aussi, et par nécessité, la question de savoir quelle relation on a à lui, et en particulier s'il fonctionne comme un impératif de soumission ou s'il fonctionne et peut fonctionner comme un impératif qui ne soit pas un impératif de soumission. Donc on peut dire, la question du réel, la question philosophique du réel, c'est aussi, et peut-être surtout, la question de savoir si, étant donné une proposition selon laquelle le réel est contraignant, peut-on ou ne peut-on pas modifier cette donnée de telle sorte qu'on sorte de l'univers de cette contrainte. Il semble bien qu'aucune forme du savoir, à proprement parler, ne soit en état de proposer cette sortie. Alors vous voyez, évidemment, on pourrait faire là une brève excursion du côté de mon cher Platon, parce que le motif de la sortie est un motif majeur de l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne nous représente, en un certain sens, un monde clos sur une figure de la réalité qui est une fausse figure. C'est une figure du semblant qui se présente, pour tous ceux qui sont là, comme la figure de la réalité. Peut-être est-ce là notre situation. Peut-être que cette réalité économique, en définitive, est un semblant. Mais le point n'est pas là. Le point, c'est qu'il faut sortir. Pour savoir que c'est un semblant, il faut sortir. Et toute consolidation de ce semblant comme tel, toute consolidation savante de ce semblant, ne fait que nous fixer plus encore à notre place de victime de ce semblant, intimidés par la prétendue réalité de ce semblant, au lieu de pouvoir nous en affranchir. Tout cela, pour conclure ce point, revient à dire que ce n'est pas du côté d'un primat du concept de la science, du savoir, sous toutes leurs formes, que l'on peut réellement ouvrir un accès libre à la question du réel. Toutes ces figures, d'une manière ou d'une autre, convergent vers la maintenance de l'impossibilité d'une sortie, c'est-à-dire la maintenance, en vérité, d'une figure du réel maniée comme intimidation et principe de soumission. Alors évidemment, il a souvent été dit, et oui, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Le réel est du côté de l'expérience. Il n'est pas du côté du concept de la définition. Pour accéder au réel, il faut commencer par l'expérience sensible, le sentiment, l'émotion, la rencontre. Et c'est de ce côté que on va critiquer la vision conceptuelle du réel, un peu, pour prendre une référence philosophique bateau, un peu comme Kierkegaard critique Hegel, en fin de compte. Pour Kierkegaard, Hegel a manqué le réel pour les raisons que je viens d'expliquer, et pour revenir à ce réel, il faut partir de toute autre chose, c'est-à-dire de la subjectivité comme telle,
elle seule étant capable de décrire ce que c'est que la rencontre du réel. Mais le problème aussi, l'objection que je ferai à cette vision, c'est que si quelque chose est totalement imprégné de la domination du réel comme intimidation ou comme soumission, c'est précisément notre expérience. Le monde sensible n'a aucune nudité particulière. Il est totalement pétri, constitué par précisément des relations qui renvoient immédiatement à la dictature de cette figure du réel. Et par conséquent, on pourra soutenir que se confier purement et simplement à l'immédiat sensible, au sentiment, à l'émotion et à la rencontre, va en réalité consolider cette fois non pas le régime de savoir du réel, mais son régime d'opinion. Ça va simplement nous reconduire au fait que notre perception, notre rencontre du réel, ce que nous prenons pour notre spontanéité libre et indépendante, est en réalité structuré de part en part par la figure du monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde précisément soumis à l'impératif du réel comme intimidation. Et de ce point de vue-là, on va avoir non pas un renvoi à un savoir aliéné dans l'objectivité intimidante, comme dans la première hypothèse, mais on va avoir en réalité une opinion qui sera indistinguable de l'expérience immédiate du réel, dans un monde qui est précisément structuré, lui, par cette dictature du concept de réel comme intimidation. Sur ce point, il y a quelque chose qui est très éducatif, c'est la fonction dans notre monde du scandale. Le scandale, ça se présente comme la révélation d'un petit bout de réel, c'est ça. C'est-à-dire tout d'un coup, on apprend qu'un tel est allé chez un tel et on est ressorti avec une valise de billets de banque, et on a l'impression de toucher quelque chose quand même de plus réel que ce qu'il raconte d'habitude. Voilà. Et le scandale, c'est précisément ce qui va, en termes d'opinion, ouvrir la porte à une espèce de dévoilement d'un coin de réel qui va aussitôt d'ailleurs être cadré comme une exception. C'est un point tout à fait fondamental. Sinon, ça ne serait pas un scandale. Si on apprenait que tout le monde va nuitamment avec des valises chercher des billets de banque chez les gens riches, ça ne serait pas un scandale de le révéler. Alors que c'est peut-être vrai que c'est ça, après tout. Mais le scandale, vous voyez, la structure du scandale, elle renvoie à cette deuxième conception du réel, selon laquelle c'est parce qu'on est tombé de façon sensible sur un petit coin de réel qu'on va pouvoir éduquer les gens dans la direction d'une émancipation de ce qui est dit qu'est ce réel. Il n'y a aucune émancipation, le scandale fait partie en réalité de l'éducation générale à la soumission. Parce que la seule leçon tirée du scandale, c'est qu'il faut réduire cette exception désastreuse. Voilà. Et donc, en définitive, c'est l'occasion pour tout le monde de déclarer sa soumission en réalité au concept général du réel tel qu'il fonctionne, étant entendu que, bien entendu, il y a des exagérations. Il y a des pathologies marginales qui sont scandaleuses. Et dans notre société, une chose très, très intéressante concernant le scandale, c'est que le scandale est en général un scandale de corruption. C'est son nom essentiel. Il est assez curieux que la corruption fasse scandale, parce qu'on pourrait soutenir que notre société est corrompue de A jusqu'à Z. On pourrait même soutenir que la corruption est sa loi intime. Ce n'est même pas un scandale du tout. Parce que dans une société qui accepte ouvertement, explicitement, et de façon, il faut le dire, largement consensuelle, que le profit soit le seul moteur viable pour faire fonctionner la collectivité, on peut dire que la corruption est à l'ordre du jour de façon immédiate. Puisque si, en effet, gagner le plus d'argent possible est la norme, ce sera très difficile de dire qu'il n'est pas vrai que tous les moyens soient beaux. Parce que de quelle autre norme, de quelle norme rêveuse, si je puis dire, pourrait-on se servir pour normer la norme véritable, qui est celle du profit? Alors, on va dire, oui, mais il y a des lois. Oui, mais on voit très bien que tout ça
est simplement nécessaire pour que la figure générale des choses, c'est-à-dire la figure du réel auquel nous sommes adossés, se perpétue. Et c'est pourquoi que, de temps en temps, il est nécessaire qu'il y ait un scandale, non pas du tout en réalité comme révélation du réel, mais comme mise en scène de ce réel lui-même comme étant une exception au réel. Et ça, c'est très théâtral. C'est très théâtral. Le théâtre pourrait jouer un grand rôle dans cette investigation sur le réel, j'en dirai un mot tout à l'heure. C'est très théâtral. Le scandale est d'ailleurs toujours... Il y a des péripéties, il y a des nouvelles découvertes, il y a des complices, des complots. Le romanesque du scandale est évidemment partie intégrante de sa nature. Et cette théâtralité du scandale s'éclaire très facilement si on comprend qu'il s'agit en fait de faire fonctionner un bout de réel comme s'il était une exception au réel. Et de le donner en pâture exceptionnelle à la visibilité générale de l'opinion pour qu'elle retourne en réalité fondamentalement à sa soumission à ce qui, au fond, est tout simplement la loi du monde, c'est-à-dire la corruption omniprésente. Remarquons au passage, c'est une excursion, que le sport est la vitrine du scandale. Le sport, il y a toujours des scandales dans le sport. Et alors c'est intéressant philosophiquement de se demander pourquoi y a-t-il des scandales dans le sport. Bien, le sport est comme une espèce de vitrine ouverte sur l'exception scandaleuse, pour la raison que le scandale est à la fois chronique et en vérité exceptionnel par son caractère de vitrine, justement. Et quand vous apprenez que tel vainqueur du Tour de France était shooté jusqu'aux oreilles et qu'on le destitue de ses 7 victoires, ce qui est une opération juridiquement extraordinaire. Enfin, il a vaincu 7 fois, mais 20 ans après, il est destitué de toutes ses victoires parce qu'il a pris de la bibine. Bon. Et on voit très bien qu'il y a une mise en scène relativement spectaculaire de ça, parce que le sport, lui, c'est ce que les gens se rassemblent pour regarder. Donc c'est pas comme ceux qui vont avec des mallettes clandestinement la nuit chez les gens riches, ça. C'est une chose que tout le monde a suivie et regardée. Et quand il y a le scandale là, on a la corruption sous sa forme, en quelque sorte, publique. Mais là aussi, vous remarquerez que ça va donner cours à l'idée que, bien entendu, les efforts sont faits de toutes parts pour ramener le sport à son être incorruptible. Alors que, en réalité, si on est dans les coulisses du sport, on sait que c'est un domaine particulièrement corrompu, tout simplement parce que l'argent qui y circule est beaucoup trop considérable pour être innocent. Ça, c'est un point qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Là où il y a beaucoup de l'argent, il y a de la corruption, parce que dès que l'argent circule de façon trop massive, eh ben, il déborde sur les côtés. Il déborde sur les côtés. Alors, tout cela m'amènerait à dire que les figures du réel est notre problème, le problème de cette conférence. C'est que, précisément, on ne peut pas commencer par une définition rigide du réel qui se construirait philosophiquement à distance de toute épreuve effective, mais qu'on ne peut pas non plus commencer par se laisser prendre à l'idée d'une rencontre de l'exception, d'une rencontre sensible de l'exception qui nous ouvrirait tout à coup la porte du réel, parce qu'il y a une structuration d'opinion dans la forme notamment du scandale, mais il y en a quelques autres, qui barricadent, si je puis dire, ce type d'accès à un petit bout de réel comme révélation décisive. Alors, on pourrait dire qu'on ne peut pas aborder le réel comme s'il était une part de l'objectivité scientifique, formelle ou expérimentale, parce qu'on en fait à ce moment-là un objet théorique qui semble construit par sa rationalité plutôt que révélé par elle. Et puis, on ne peut pas non plus basculer du côté de la pure évidence subjective parce que ça indexe le réel à un régime d'opinion. Alors donc, vous voyez, normalement, je ne pourrais pas commencer du tout. Bien que je parle depuis un bout de temps déjà, même. Je ne
ne pourrais pas commencer du tout, sinon commencer en diagonale. Alors c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire je vais ordonner les choses à partir d'une anecdote, premièrement, deuxièmement, une simple maxime théorique, une définition, et puis, troisièmement, à partir d'un poème. Voilà. Donc une anecdote, une sentence et un poème. Alors commençons par l'anecdote. Cette anecdote est extrêmement connue parce que c'est la mort de Molière. Imaginons ça, la mort de Molière. Alors, Molière meurt, comme vous savez, au moment où il joue le malade imaginaire. Alors vous voyez se pointer une fable, là. Il meurt d'une maladie bien réelle, lui, au moment où il joue le malade imaginaire. C'est-à-dire que la maladie réelle, qui va se signifier dans la mort de Molière, se découvre à l'intérieur ou à propos ou dans les conditions du semblant de la maladie. Donc là, c'est sûr qu'on a une espèce de frottement tout à fait particulier du réel et du semblant dans la figure du théâtre, c'est là qu'elle revient, et qui fait que la maladie mortelle qui va emporter Molière va se manifester au cœur même du semblant, c'est-à-dire au moment où Molière est en train de jouer réellement, après tout, parce que le jeu est aussi réel, au moment où il joue réellement le semblant du malade. Alors, on pourrait dire ça. Alors, en plus, c'est très frappant parce que, semble-t-il, il a fallu l'emporter. Enfin, la représentation est partie en débâcle. Évidemment, les spectateurs confrontés tout d'un coup à cette mort réelle qui se surimposait à la maladie imaginaire ont été très frappés. Alors, on pourrait dire ça. Là, dans cette anecdote, le réel, c'est ce qui déjoue le jeu. Où le réel, c'est le moment où le semblant est plus réel que le réel dont il est le réel. Le semblant est plus réel que le réel dont le semblant est le réel. C'est que le malade imaginaire est joué par un malade réel. Et la mort de l'un emporte l'impossibilité de la mort de l'autre. Et donc là, on a une dialectique du semblant et du réel qui est tout à fait intéressante parce que le réel va surgir, avec une violence d'ailleurs extraordinaire, au point même de son semblant, au point même où c'est d'un malade imaginaire qu'il s'agit. Alors, on pourrait dire ceci, le réel, dans ce cas, c'est ce qui vient hanter le semblant. C'est une sorte de hantise du semblant, à savoir, là, la mort vient frapper le personnage du malade imaginaire, tel que l'acteur réel Molière joue le personnage, et le réel vient aussi hanter non seulement ce semblant-là, le personnage du malade imaginaire, mais aussi le semblant de ce semblant. C'est-à-dire l'acteur Molière, faisant semblant d'être le malade imaginaire, c'est-à-dire faisant semblant d'être le semblant de la maladie. C'est très frappant de voir que celui qui est en train de faire semblant du semblant de la maladie meurt d'une maladie réelle. Alors, on pourrait tenter une généralisation de cette anecdote, de la relation, là, extrêmement étroite, de cette relation dialectique, en fait, extrêmement étroite et difficile entre le réel et le semblant. On pourrait dire ceci. On pourrait dire que tout réel s'avère, en fait, dans la ruine d'un semblant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès direct, intuitif au réel,
il n'y a pas d'accès conceptuel direct au réel, il y a toujours cette nécessité indirecte que ce soit dans la ruine d'un semblant de ce réel que le réel puisse se manifester. Autrement dit, le réel n'est acquis que si on le démasque. Là, je continue la métaphore théâtrale. Dire le réel, tel le philosophe d'après Descartes, croit-on, le réel s'avance masqué et on est obligé de tenir compte de ce qui s'avance masqué pour y avoir accès. Donc, il faut le démasquer, mais vous voyez qu'il faut le démasquer en même temps qu'on tient compte du réel du masque lui-même. Après tout, c'est Molière qui meurt, faisant ainsi surgir le fait que c'est bien joli la maladie imaginaire, mais il y a aussi la maladie réelle. Mais il le fait surgir à partir du semblant qu'est la maladie imaginaire, mais aussi en tant que lui-même est le porteur de ce semblant, en tant qu'acteur. Et donc, le réel, ça serait toujours quelque chose que l'on démasque, ou auquel on arrache son masque. D'ailleurs, ce serait toujours au point du semblant qu'il y aurait une chance de trouver le réel, en fait. Étant entendu qu'il faut bien aussi qu'il y ait un réel du semblant lui-même, que le masque existe après tout, que le masque a un réel à sa manière, et que donc on aboutit à la conclusion très singulière que, en définitive, tout accès au réel, l'expérience du spectateur qui voit tout ça dans le théâtre au XVIIe siècle, mais alors plus généralement quiconque fait l'expérience du réel, alors véritablement, pour son propre compte, c'est toujours arracher un masque, mais arracher un masque, c'est toujours au fond, d'une part, être effectivement dans la distinction entre le réel et le semblant, mais aussi assumer qu'il y a un réel du semblant, qu'il y a une réalité du masque. Ce qui se dira, tout accès au réel en est la division. Il n'y a pas d'accès au réel qui n'en soit la division. Il n'y a pas le réel et ce qui n'est pas le réel. Tout accès au réel est immédiatement et de façon nécessaire un accès divisé à ce réel. Et comme c'est une division, ça relève de l'acte. C'est l'acte de cette division par lequel le semblant est arraché et en même temps identifié que l'on peut décrire comme étant le processus d'accès au réel. Quelqu'un qui, au théâtre, a travaillé là-dessus, a fait de cela le sujet de ses pièces, c'est Pirandello. Pirandello a exactement fait de tout cela le sujet de ses pièces. Et lorsqu'on a publié de son vivant la première édition de ses pièces, il a voulu l'appeler « Masque nu ». Ah, masque nu, c'est un peu une récapitulation de ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire le masque en tant que semblant, mais la nudité du masque fait que si on arrache le masque, il faut tenir compte du fait que le masque lui-même exige qu'on le tienne pour réel. Et c'est cela qui, évidemment, dans les 6 personnages en quête d'auteur, dans les 2 visages de Madame Morley, dans Henri IV, etc., constitue absolument le sujet des pièces de Pirandello. Et de ce point de vue-là, c'est une excellente éducation sur la question du réel que de lire les pièces de Pirandello, parce que c'est exactement ce dont il s'agit. Quel réel ? Exactement la question que posent les pièces de Pirandello, avec d'ailleurs des conclusions variables, oscillant entre, finalement, réel, il n'y a pas, parce que tout masque est le masque d'un masque. Et donc, vous enlevez le masque, mais il y en a encore un autre. Il faut encore enlever le second, mais finalement, on n'arrive jamais au réel nu. C'est le masque lui-même qui est nu, oscillant entre ça et puis d'autres perspectives plus optimistes dans lesquelles, finalement, à travers le semblant, quelque chose de réel vient s'affirmer. Si je tente d'appliquer cela à notre situation, c'est-à-dire à demander notre réel, ça reviendrait à se demander quel est le masque de notre réel.
Et donc, quel est le semblant propre du capitalisme mondialisé? C'est-à-dire sous quel masque il se présente qui interdit que son identification le divise, précisément. C'est-à-dire qu'il le laisse intact dans son unité propre lorsque le masque est là aussi. Alors, je suis désolé d'avoir à dire ici que le semblant contemporain du réel capitaliste, c'est la démocratie. C'est son masque. J'en suis désolé parce que le mot démocratie est un mot admirable et qu'il faudra le reprendre de toute façon, sous une forme ou sous une autre. La démocratie, naturellement, telle qu'elle est entendue et telle qu'elle fonctionne de façon institutionnelle, étatique, régulière, normée dans nos sociétés. Au fond, on pourrait dire que, pour reprendre la métaphore de la mort de Molière, il faudrait dire que le capitalisme, c'est un monde qui est en train de constamment jouer la pièce qui s'appellerait la démocratie imaginaire. Et qui la joue bien. Ce n'est pas une pièce mal jouée. Je préférerais qu'elle le soit mal, mais enfin, elle est assez bien jouée. Elle est en tout cas la meilleure pièce dont le capitalisme soit capable. C'est sa meilleure pièce, il n'y a pas de doute. Les spectateurs en général et les participants applaudissent plus ou moins. Voilà. En tout cas, c'est un rite auquel on les convoque et auquel ils se rendent. Mais tant que cette pièce dure, c'est bien la démocratie imaginaire qui est jouée. Et par en dessous, c'est bien le procès mondialisé du capitalisme qui se poursuit avec son réel impalpable et dont la description ne sert à rien. Donc, le point est, à mon avis, le suivant, c'est que tant que cette pièce dure, le capitalisme, c'est-à-dire le réel du capitalisme, c'est-à-dire la possibilité de le diviser, puisque y accéder, c'est le diviser, la possibilité de le diviser vraiment, c'est-à-dire de le contraindre à une scission de lui-même qui soit active et qui promette sa dissipation, qui promette sa destruction, demeure politiquement inaccessible. Voilà. Et vous voyez pourquoi? C'est parce que si cette pièce est la pièce du semblant démocratique, en tant qu'elle est le masque de ce qui rend possible cette pièce comme semblant du capitalisme, alors si aucun protocole qui démasquerait ce rôle, cette pièce de théâtre, n'est à l'ordre du jour, alors quelque chose reste politiquement inaccessible dans cependant ce qui est visé. Autrement dit, disons-le tout net, l'accès au réel du capitalisme, ça serait inévitablement le procès de construction de son réel, d'accès à son réel, par une division constitutive de caractère finalement politique. Or, ce que nous constatons, c'est que la pièce rend possible, à cet égard, uniquement des fausses divisions, dont, chez nous, la plus connue, c'est la gauche et la droite. Observez bien la gauche aujourd'hui, et observez-la, comme si vous assistiez à la pièce de la démocratie imaginaire, parce que vraiment, elle est jouée parfaitement, là. Elle est jouée parfaitement. Et ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'en étonner, puisque c'est la pièce. C'est l'unique pièce qui soit au répertoire. Il n'y en a pas d'autre qui est jouée, en tout cas à cette échelle-là. On reviendra sur les petits théâtres expérimentaux qui peuvent s'installer ici ou là. Et lorsque le gouvernement décide de donner 20 milliards au patronat, sans compensation aucune, il joue la pièce.
C'est même il la joue fortement, quoi. Il la joue avec conviction. Il la joue avec conviction. Mais il est là pour ça. Il ne faut pas non plus en faire une pathologie. Ça. Il est là pour ça. Que diable pourrait-il faire d'autre? Imaginons. Que diable pourrait-il faire d'autre? Mettons-nous à sa place. Eh bien, dans les conditions qui sont les siennes, compte tenu de là, c'est comme si tout d'un coup, au milieu d'une pièce de théâtre, un acteur se levait en disant « J'en ai assez de jouer cette pièce, on va en jouer une autre. » Et c'est d'ailleurs bien ce qu'a fait Molière, parce que quand il est mort au milieu de la pièce, c'est une autre pièce. Alors, vous voyez, on peut dire que, de ce point de vue-là, le réel, c'est toujours ce qui se découvre au prix que le semblant qui nous subjugue soit arraché, quand même. Et comme ce semblant fait partie de la présentation même du réel caché, j'ai proposé souvent, mais je ne reviendrai pas sur ce point, d'appeler événement cet arrachage du masque, parce qu'en réalité, ça n'est pas quelque chose qui soit interne à la représentation elle-même. Hein. Ça survient d'ailleurs, hein, même si cet ailleurs est difficilement situable et improbable. Ma dernière remarque à partir de l'anecdote de la mort de Molière sera que si le réel n'est accessible qu'en tant qu'arrachage de son semblant propre, alors il y a nécessairement une certaine dose de violence dans l'accès au réel. Débat considérable, c'est pas comme vous savez, débat considérable. Il y a une dose de violence qui est, alors elle, dans l'anecdote de Molière, massivement présente. Hein. L'acteur s'effondre, crache le sang, etc. Mais c'est une métaphore. Mais il y a réellement et inévitablement une dose de violence parce que le rapport du semblant au réel fait partie du réel. Et que donc vous divisez le réel. Vous ne le laissez pas intact en face de vous. Ça n'est pas vrai. Tout accès au réel lui porte atteinte par la division inéluctable que vous devez en attendre. Voilà pour l'anecdote. Alors maintenant, pour la sentence, je vais l'emprunter à un de mes maîtres, Jacques Lacan, qui lui, il n'y allait jamais par quatre chemins, a proposé tout de go une définition du réel, mais une définition un peu sournoise comme ça, qui était le réel est l'impasse de la formalisation. Le réel, c'est l'impasse de la formalisation. Au point où nous en sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire de cette formule? Alors, il faut partir d'un exemple, puisque je ne veux pas partir du concept. Alors, l'exemple, c'est l'arithmétique élémentaire. Et quand vous comptez 1, 2, 3, etc., que vous multipliez, que vous additionnez. Bon. Chose absolument courante. Convenons de dire que vous êtes, de façon pratique, mais vous êtes quand même dans la formalisation arithmétique. Donc, le réel est l'impasse de la formalisation. Je prends cet exemple naïf de formalisation, la formalisation arithmétique, les nombres, le calcul, voilà. Et votre calcul est toujours fini, naturellement. Vous faites une addition, vous faites 10 additions, ou 15 additions, enfin, finalement, tout calcul, à un moment donné, s'achève par ce qu'on appelle son résultat, vrai ou faux. Donc, vous êtes dans une formalisation, cette formalisation est réglée, tout à fait, il y a des règles d'addition, des règles on les apprend tout petit, c'est la formalisation qu'on enseigne aux enfants, et on s'en sert de cette formalisation, de l'intérieur de cette formalisation, il y a une activité particulière qui est calculer se fait à l'enseigne de cette formalisation. Et ça, c'est fini. Mais, en réalité, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait explicite, mais qui est absolument présent,
c'est que vous pensez que si vous calculez sur les nombres, le résultat, c'est un nombre. Vous n'avez pas le moindre doute là-dessus. Si vous additionnez des nombres, vous allez avoir un nombre. Si vous multipliez des nombres, vous allez avoir un nombre, etc. Ce qui suppose évidemment que, quelle que soit la durée du calcul fini, vous allez toujours trouver un nombre. Ce qui suppose donc, en fait, qu'il n'y a pas de dernier nombre. Ça serait absolument contraire à, si je puis dire, la liberté du calcul. Il n'y a pas de dernier nombre. Par conséquent, quelque chose dans cette affaire est infini. Quelque chose dans cette affaire est infini, à savoir quelque chose n'a pas de fin, à proprement parler. Mais cet infini, qui fonctionne de façon cachée, en réalité, dans le calcul fini lui-même, cet infini n'est pas un nombre, lui. Parce que dans l'arithmétique, il n'y a pas de nombre infini. Ça n'existe pas. Donc, le réel de l'arithmétique finie, c'est un infini. Et cet infini est son impasse, puisque cet infini, lui, n'est pas un nombre. Donc, le réel des nombres finis de l'arithmétique élémentaire, c'est un infini sous-jacent, inaccessible à cette formalisation, et qui est donc bien son impasse. Donc, Lacan a parfaitement raison, voilà, au niveau le plus élémentaire. Alors, voilà, alors essayons de généraliser un peu cet exemple frappant, à vrai dire. Dans ce qui se passe là, le réel, qui est l'infini secrètement condition de tout calcul fini, à savoir le fait qu'on peut toujours aller encore au-delà. C'est encore un. Il y a toujours encore un. Cet infini caché est une condition du calcul, puisque si vous ne le supposez pas, de façon implicite d'ailleurs, si vous ne le supposez pas, le calcul devrait pouvoir s'arrêter, mais vous supposez justement qu'il ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'après un nombre, il y en a toujours un autre, son successeur et encore d'autres. Donc il est condition du calcul, mais en même temps, il ne peut pas être, lui, dans le calcul, dans la formalisation. Puisque précisément ce qui est impossible pour le nombre, dans l'arithmétique, après les mathématiciens ont évidemment compliqué beaucoup tout ça, mais dans l'arithmétique, ce qui est impossible, c'est un nombre infini. Par conséquent, on dira que le réel, c'est le point d'impossible de la formalisation. C'est le point qui appartient à la formalisation comme sa condition, mais qui en même temps ne se laisse pas atteindre par elle. C'est ça que signifie en vérité le fait que le réel, c'est l'impasse de la formalisation. Ça veut dire que ce que la formalisation rend possible, à savoir calculer sur des nombres, là, est garanti et n'est possible que par quelque chose qui, justement, lui, ne va pas se laisser calculer comme nombre, et qui va donc être à la fois extérieur à la formalisation et condition de la formalisation. Alors là, on pourra dire, voilà, le réel, on le touche, on l'atteint, non pas par l'usage de la forme, l'usage de la formalisation, mais parce que justement il en est l'impasse, mais on l'atteint quand on explore ce qui est impossible pour cette formalisation. Et non pas impossible en général, mais le point précis qui est impossible. Or, quel est le point précis qui est impossible dans l'arithmétique? C'est le nombre infini. Le nombre infini est impossible. Et donc ça, le nombre infini, comme impossible, ça va être le réel de l'arithmétique. Le réel de la formalisation elle-même, en tant que c'est son impasse. On pourrait donner des exemples plus tout à fait convaincants dans tout à fait d'autres domaines. Vous voyez que cette doctrine est très forte. Hein, j'insiste sur ce point, elle est très forte. Par exemple, on pourrait, ça a été souvent remarqué, dire que ce qu'on voit au cinéma,
Alors, demandons-nous quel est le réel des images cinématographiques. Question comme ça. Alors, on pourra par exemple soutenir que le réel d'une image cinématographique, c'est ce qui est hors champ. C'est-à-dire, l'image n'est puissante que pour autant qu'elle est prélevée sur un monde qui n'est pas dans l'image, mais qui construit secrètement la puissance de l'image. Et c'est pour autant que l'image évoque et se construit à partir de ce qui est hors champ de l'image, c'est-à-dire de ce qui n'est pas elle, que l'on va pouvoir avoir une image réellement convaincante et forte, et non pas du tout si l'image est simplement strictement limitée à son cadre. Donc c'est ce qui est hors cadre ou hors champ qui va déterminer la puissance filmique d'une image. Et si le cinéma peut nous parler du monde, et pas simplement de quelques images, c'est évidemment pour ça. C'est évidemment parce que la capacité d'une image se mesure au fait qu'elle puisse faire allusion de façon interne au monde ambiant, qui pourtant n'est pas dans l'image. Et si on regarde de près ce que c'est que le cinéma, on s'aperçoit que cette question est décisive. Un grand cinéaste, c'est en réalité quelqu'un qui simplifie l'image jusqu'au point où, en réalité, c'est ce qui n'est pas en elle qui est le plus important. Exactement comme le nombre infini. On pourrait dire le hors-champ, c'est l'infini propre de l'image cinématographique. Mais c'est aussi évidemment son impossible, puisque par définition, ce qui est hors-champ n'est pas capturé par l'image cinématographique. Et donc, on en viendrait à dire, à partir de cette deuxième approche, on en viendrait à dire que le réel, on peut y accéder si l'on découvre quel est l'impossible propre d'une formalisation, que ce soit là l'image cinématographique, l'arithmétique. Par exemple, d'ailleurs, ce serait très intéressant que si on se demandait si le réel de la politique, qu'est-ce que c'est le réel de la politique ? Le réel de la politique, c'est ce dont la formalisation existante de la politique, c'est-à-dire la politique telle que l'État l'a prescrit, parce que c'est ça, la politique constitutionnelle, si vous voulez, la politique autorisée, c'est le point qui est effectivement impossible dans ce cadre. C'est à partir de ça que se constituerait le réel de la politique. C'est exactement, soit dit en passant, ce que veut dire Marx quand il dit que le réel de la politique révolutionnaire, c'est le dépérissement de l'État. Parce qu'évidemment, n'est, nous le savons, qu'une utopie criminelle, une impossibilité absolue, etc., dans la propagande raisonnable. Enfin, il dit ça pourquoi ? Il dit simplement, à sa manière, que dans le champ politique, le hors-champ, c'est ce qui est hors État. Voilà. C'est ce qui n'est pas sous la contrainte de ce que l'État rend possible ou admet comme possibilité. Et que, d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire apprendre l'histoire tout entière, eh bien, on va résumer ça en disant l'impossible propre de la politique étant prescrit par ce qui est en dehors de l'État, le réel de la politique, c'est la disparition de l'État. C'est-à-dire, c'est là qu'est son infini. C'est là que se tient son infini. Que l'État, c'est la finitude de la politique. C'est ce qui l'enserre dans un réseau de pouvoirs, d'obligations, etc. Vous voyez que là aussi, on a des grandes perspectives qui s'ouvrent avec cette définition simple proposée par Lacan du réel comme étant l'impasse de la formalisation. Alors, évidemment, on peut se demander, oui, mais si l'accès au réel, c'est le point d'impossible, comment cet impossible peut-il, si je puis dire, devenir possible ? C'est-à-dire, quelle est la possibilisation de l'impossible qui... Alors, pour ça, il va falloir, en un certain sens, détruire la première formalisation. Parce que, vous voyez bien que si vous voulez faire entrer l'infini dans les mathématiques, vous ne pouvez pas vous contenter de l'arithmétique élémentaire. Il va falloir admettre qu'il y a des ensembles infinis, qu'il y a des choses comme ça, qui ne sont pas arithmétiques du tout, alors elles ne sont plus soumises à la loi calculatrice de l'arithmétique. Et donc, là, on voit apparaître un élément de destruction dans la question du réel.
c'est là que cette question si importante en politique révolutionnaire de la destruction et de jusqu'où il faut pousser ou accepter la destruction apparaît, en fait. Parce que c'est absolument clair que si vous voulez faire exister le réel en tant qu'impasse de la formalisation, vous allez briser quelque chose de la formalisation elle-même, puisque c'est son impossibilité propre. C'est son réel précisément parce que ça ne peut pas entrer en elle. Si vous voulez le faire entrer en scène, il va falloir élargir et briser cette formalisation d'un certain point de vue. C'est pour ça qu'il y a toujours, je disais tout à l'heure, un point de violence, à propos de la première anecdote, disons, il y a toujours un point de destruction dans l'accès au réel. Le processus d'accès au réel est toujours en train de détruire une formalisation partielle parce qu'il fait advenir l'impossibilité particulière et ponctuelle de cette formalisation. Alors on en conclurait que, premièrement, il n'y a de conquête du réel que là où il y a une formalisation, quand même. Si le réel c'est l'impasse de la formalisation, encore faut-il qu'il y ait une formalisation. Donc c'est sans espoir, il n'y a pas d'espoir de conquérir un réel en dehors de l'existence d'une formalisation, premier point. Et deuxièmement, l'affirmation du réel comme impasse de cette formalisation va être pour part la destruction de cette formalisation. Ou disons sa division, reprenons ce mot. Et tout va commencer par une affirmation. L'affirmation que l'impossible existe. C'est ça, le geste fondamental de conquête du réel. C'est de déclarer que l'impossible existe. Et il y a un homme politique célèbre qui a dit que la politique c'était l'art du possible. Mais il est clair que c'est l'art de l'impossible. Si c'est une politique réelle. L'art du possible, c'est la politique comme semblant. Et ça a ses vertus parce que ça promet d'économiser la destruction. Si vous voulez la politique en tant que politique du réel, du point réel, il faut affirmer l'existence de l'impossible. Ça va avoir évidemment des conséquences fâcheuses sur la formalisation dont c'est l'impossible propre. Donc là aussi, nous aurons événement dans cela. Il y a quelque chose qui fait rupture dans les formalisations existantes. Alors, si là aussi on applique tout ça à notre situation, on dira, voilà, la formalisation majeure de notre existence collective, c'est le capitalisme, de nouveau. Voilà. Et son point d'impossible propre, c'est l'égalité. L'égalité, c'est l'impossible propre du capitalisme. Voilà. Et pourquoi ? Eh bien parce que le capitalisme est rebelle à l'éradication de la propriété privée. Et que l'accumulation de la propriété privée, dans ses lois propres, produit nécessairement des inégalités énormes. C'est son processus propre. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, l'inégalité est constamment revendiquée par le capitalisme lui-même comme une nécessité naturelle. Une nécessité naturelle, et ça l'est. De son point de vue à lui, c'est une nécessité naturelle. Donc là, on voit très bien, et ça c'est très clair, ça a été clarifié depuis déjà assez longtemps, depuis la Révolution française peut-être. Le point d'impossible propre, c'est l'égalité, et l'affirmation effective de ce point d'impossible, l'affirmation que ce point doit exister, c'est d'ailleurs ce que mon ami Rancière appelle l'axiome de l'égalité, l'affirmation que l'égalité peut exister, doit exister, eh bien ça se paye nécessairement d'une scission destructrice du capitalisme dont c'est le point d'impossibilité. Alors je disais tout à l'heure que c'était, à propos de la première anecdote, que c'était pour ça que Marx avait parlé de l'abolition de l'État, mais là on voit très bien la raison pour laquelle à la fin du manifeste du Parti communiste de Marx, Marx énonce cette phrase assez alors qu'il a expliqué des choses très compliquées, l'histoire, la lutte des classes, etc. Et il en vient à dire, finalement,
tout ça, le programme communiste se résume à une seule phrase, abolition de la propriété. Alors tout d'un coup, là, on retombe sur une simplicité grandiose. Mais vous voyez pourquoi il dit ça? C'est parce que, évidemment, l'abolition de la propriété, c'est l'impossible propre du capitalisme le plus radical. Parce que c'est là, c'est dans la maintenance ferme et inébranlable de la possibilité d'appropriation privée sans limite, de l'admission de la cumulation propriétaire sans limite décidable, que se situe l'impossible propre de notre formalisation contemporaine. Alors, finalement, ce qui dévoile le réel du capitalisme, c'est l'affirmation de l'égalité. C'est-à-dire que l'accès au réel du capitalisme, c'est l'affirmation de l'égalité, c'est le processus d'affirmation de l'égalité. Ce n'est pas analyser le capitalisme, c'est décider, déclarer que l'égalité est possible. Et la faire exister autant que faire se peut, mais ça va porter évidemment des atteintes graves à son principe constitutif propre, qui est que tout le monde a le droit de cumuler des richesses. On ne voit pas comment on pourrait réglementer ça, même avec des impôts. Parce que si on voulait le réguler vraiment, on devrait dire ceux qui ont trop, on va tout leur prendre. Et déjà, quand on leur prend 75%, ils s'en vont en Angleterre. Alors, de ce point de vue, je prendrais le mot à Marx. On pourrait dire, de ce point de vue-là, communisme ramené à ce qu'en dit Marx, laissons de côté le XXe siècle, communisme ramené à ce qu'en dit Marx, c'est uniquement cela. C'est-à-dire, c'est affirmer l'existence du point d'impossible du capitalisme. À savoir, affirmer l'existence de la possibilité, considérée comme impossible du point de vue du capitalisme, de venir à bout de l'inégalité constitutive que la propriété rend inévitable. Et donc, communisme, revenons à notre sujet, communisme, c'est le nom d'un processus de mise à jour du réel du capitalisme. Avant toute autre chose, c'est cela. Parce que c'est ce qui affirme son point d'impossible propre. Et donc, c'est simplement la figure générique, peut-on dire, la figure la plus générale, le nom le plus général de la mise à jour de son réel. Alors maintenant, j'en viens à ma troisième entrée, qui est aussi la dernière, qui est le poème. Alors, le poème dont je vais partir est un poème de Pasolini, le grand cinéaste italien. Pasolini, je dis ça parce qu'il est maintenant, finalement, peut-être surtout connu comme cinéaste. Un poème qui s'appelle « Les cendres de Gramsci ». Alors, un mot sur Pier Paolo Pasolini, tout de même un petit peu moins connu que Molière. Pasolini a été connu comme cinéaste. Il a été connu aussi par sa vie extraordinairement tourmentée et qui s'est terminée par une mort atroce, un meurtre dans un terrain vague au bord de la mer, meurtre lié aux formes radicales du désir. Alors, déjà dans cette vie même de Pasolini, s'indique ce que j'appellerais le tourment solitaire d'une recherche désespérée du réel. Là, nous entrons dans encore une autre approche du réel qui est la subjectivation proprement dite. Et c'est pour ça que nous avons recours au poème, parce que le poème, c'est probablement l'expression la plus forte de la recherche du réel dans sa figure langagière. Il y avait chez Pasolini une pensée extrêmement violente comme ça et un désir illimité. Et la combinaison de cette pensée violente et de ce désir illimité l'a mise tellement en porte-à-faux du monde tel qu'il était qu'il était lui aussi
tout près du point d'impossible. Il a été tout près, poétiquement, du point d'impossible de son monde. Pasolini est un très grand poète. Certainement un des plus grands poètes des 30 ans qui vont des années 40 aux années 60, enfin à la fin des années 60, de ces décennies-là, 40, 50, 60. C'est un très grand poète de la période qui va de la guerre mondiale au soulèvement mondial de la jeunesse dans les années 60. C'est aussi la période qui va du communisme stalinien, de la solidité du communisme stalinien à son discrédit total et à son effondrement. C'est aussi ça, le parcours. Et c'est la raison pour laquelle Pasolini est absolument quelqu'un qui se demande, poétiquement, c'est le sujet de ses poèmes, qui sont par ailleurs souvent des constructions gigantesques et très subjectivées, il se demande poétiquement exactement qu'est-ce que c'est que le réel de l'histoire. C'est ça sa question. Il y a l'histoire, mais qu'est-ce que c'est que le réel de l'histoire? Alors, vous savez qu'a été soutenu, il n'y a pas si longtemps, par Fukuyama, la thèse que le réel de l'histoire, c'était qu'elle était finie. C'était une thèse considérable qui pouvait peut-être argumenter d'un certain héritage hegelien, déformé, incompris, mais qui était une thèse sur le réel de l'histoire. Le réel de l'histoire, on pouvait maintenant savoir ce que ça avait été, parce que, avec le capitalisme mondialisé et l'État démocratique, on était au bout des choses, quoi. On était dans une formule qui pouvait finalement obtenir un consensus mondial si grand que l'on pouvait la constituer ou la valider comme une fin de l'histoire. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dès les années 50, Pasolini a soutenu une thèse voisine. Il a soutenu qu'une certaine histoire avait pour réel d'être en train de finir. Ça nous intéresse, parce que peut-être, en effet, avait-il raison, peut-être voyons-nous aujourd'hui, non pas du tout la thèse que l'histoire est finie, qui à mon avis n'a aucun sens, mais la thèse qu'une certaine histoire est telle que nous sommes à son point d'impossible propre, et que nous sommes donc à son point réel, et que, comme je vous l'ai déjà dit, si vous êtes au point d'impossible de quelque chose, vous êtes dans sa division destructrice. Donc peut-être sommes-nous au point où l'histoire va se défaire, telle que nous l'avons connue, telle que nous l'avons pratiquée, que l'histoire va se diviser comme dans un séisme, comme dans un tremblement de terre, et que nous repartirons dotés d'un certain accès au réel de l'histoire elle-même, en tant qu'opérateur de division de l'historicité, proprement dite. Alors, donc, Pasolini dit quelque chose comme cela, on va voir comment, mais il ne dit pas du tout comme Fukuyama, qui s'assoit très confortablement dans le fauteuil de la civilisation contemporaine. Il le dit dans un tourment radical qui est le tourment de celui qui partage l'expérience terrible de ce réel divisé et devenu mortifère. Alors, Les Cendres de Gramsci, c'est un poème qui date de 1954. C'est important de le situer parce que je pense qu'il y a dans ce poème une puissance prophétique extraordinaire. J'ai toujours pensé qu'il y a deux choses qui sont prophétiques dans l'activité des hommes, c'est la poésie et les mathématiques. Les mathématiques parce qu'elles annoncent formellement des choses que personne n'a encore été en état de comprendre, et quelquefois des décennies avant qu'elles soient répandues. Et le poème parce qu'il est le lieu langagier d'une confrontation radicale avec le réel. Vous remarquerez d'ailleurs que ces deux extrémités du langage, le poème et la mathématique, mathématiques du côté du formalisme le plus radical et la poésie, au contraire, du côté de la profondeur de puissance la plus radicale. C'est les deux ressources limites du langage.
Alors, les cendres de Gramsci, je rappelle quand même que Gramsci a été fondateur et dirigeant du Parti communiste italien, ayant passé ensuite sous le fascisme une bonne partie de sa vie en prison, qu'il est une figure tutélaire du communisme européen, que les écrits en prison, circulaires, enfin, et que, par conséquent, cendres de Gramsci, vous voyez, ça annonce déjà que ce dont Gramsci a été porteur, nous savons maintenant que ça a aussi pour réel des cendres. C'est-à-dire que quelque chose de ce qui se donnait là ne peut plus être refait, ne peut plus être, même peut-être, dira Pasolini, continué. Le poème se déroule dans un cimetière. Alors ça, oui, si on est à la recherche du réel comme division et mort d'une figure de formalisation intérieure, le cimetière est un bon endroit. Méditer sur le réel. Il y a très longtemps, d'ailleurs, qu'on médite sur le réel à partir des cimetières. Il n'est que de voir la scène des fossoyeurs dans Hamlet. C'est la considération que, finalement, en définitive, la question être ou ne pas être, c'est aussi une question qu'on peut prononcer avec un crâne dans la main. C'est un peu ce que va faire là Pasolini. Et ce cimetière est un cimetière très particulier. Si vous allez à Rome, je vous recommande vivement de le visiter, si vous ne l'avez pas fait. C'est le cimetière où sont enterrés, en terre romaine, tous les gens qui n'étaient pas catholiques. C'est un cimetière particulier, vous voyez, une sélection. C'est la sélection des morts, ça. Le Vatican a demandé et obtenu qu'on n'enterre pas en terre sainte des gens qui n'étaient pas catholiques. Et donc se trouvent rassemblés dans une fraternité remarquable les protestants, les musulmans, les juifs et les athées. C'est un rassemblement qui en vaut un autre. C'est en tout cas le rassemblement de ce cimetière de Rome qui s'appelle d'ailleurs expressément le cimetière non catholique. Et c'est là qu'est enterré Gramsci, si je puis dire, dans le secteur des incroyants. Alors, déjà, là, il y a un point de réel pour Pasolini, qui est cet écart que représente ce cimetière, cet écart que représente le fait d'être enterré là. Cet écart, au fond, est comme le symbole d'un exil. Et on peut soutenir que le réel est toujours dans la forme d'un exil, puisqu'il est l'impossible, ou puisqu'il est arraché le masque du semblant, il est toujours quelque chose qui nous éloigne de notre vie ordinaire, de notre vie commune. Le réel n'est pas du tout ce qui structure notre vie immédiate, il est au contraire il en est comme le secret. Et pour découvrir ce secret, il faut sortir précisément de la vie ordinaire. Il faut sortir de la caverne. Là, Platon l'a dit une fois pour toutes. Mais ces gens qui sont dans ce cimetière, ils sont déjà sortis d'une certaine manière. Ils ne pouvaient pas être exactement dans cette terre-là. On leur a concédé un petit bout exilé, si je puis dire, et non béni par le pape de cette terre sacrée. Et alors, il y a donc premièrement un exil national. C'est-à-dire, au fond, Gramsci n'est pas vraiment enterré en Italie, finalement. Il est enterré dans un endroit où, effectivement, d'ailleurs, il y a principalement des étrangers. Il y a Shelley, par exemple, le grand poète anglais, pas loin de Gramsci. C'est des gens comme ça, au milieu desquels on a mis Gramsci, l'incroyant. Et Pasolini va dire, il ne t'est aujourd'hui, je le cite là, il ne t'est aujourd'hui permis que de dormir en terre étrangère, toujours banni, toujours banni. Il t'est permis que de dormir en terre étrangère, toujours banni. Donc il y a un premier exil qui est l'exil national. Il y a ensuite un exil qui est un exil social, parce que le quartier dans lequel est installé ce cimetière est un quartier de villas patriciennes, etc. Donc le grand communiste Gramsci repose non seulement au milieu d'une terre étrangère, mais au milieu d'un quartier bourgeois caractérisé.
Et comme le dit très, très magnifiquement Pasolini, un ennui patricien t'entoure. Un ennui patricien t'entoure. Donc il est exilé socialement. Et puis, et ça va être le point principal, il y a un exil historique. Il y a un exil historique, c'est-à-dire que Gramsci, qui a vécu pour que s'accomplisse le réel de l'histoire, il a vécu comme communiste, mais au sens où je le prenais tout à l'heure, c'est-à-dire au sens de quelqu'un qui pense que le moment est venu d'accomplir le réel de l'histoire, ou, si vous voulez, de rendre possible l'impossible. Il a vécu pour cela, et il est ici célébré, ou visité. Il y a en effet, c'est une tombe qui est toujours fleurie, ça c'est très frappant. Elle est toujours fleurie de fleurs rouges, naturellement. C'est très émouvant. C'est un moment de mon existence d'avoir médité, moi aussi, comme Pasolini, devant la tombe de Gramsci. Mais c'est un exil historique parce que ce réel, va nous dire Pasolini, ce réel s'est évanoui. Le réel même que Gramsci voulait faire advenir comme réel de l'histoire, nous ne savons plus ce que c'est. Nous ne savons plus ce que c'est. Ce réel lui-même a pris la forme de la disparition. Et alors, la leçon qu'en tirerait Pasolini, et il va demander à Gramsci si c'est ça qu'il faut dire. Il va lui demander, mais finalement, est-ce que cela veut dire qu'il faut renoncer à tout réel? Et c'est le débat qui déchire Pasolini. Est-ce que ça veut dire que cette idée de faire enfin advenir le réel de l'histoire, il faut l'abandonner, il faut y renoncer? Je cite Pasolini, « Me demanderas-tu, mort décharné, de renoncer à cette passion désespérée d'être au monde ?» Renoncer à cette passion désespérée d'être au monde. Alors c'était ça la passion du réel. Hein. C'était la passion du réel du XXe siècle, de Gramsci, dont dès les années 50, Pasolini soupçonne poétiquement qu'elle a cessé de valoir, que nous ne sommes plus animés par cette passion, et que du fond de ses cendres, réduit à ses cendres, Gramsci dit, finalement, j'ai voulu cela, mais je ne vous demande plus de le vouloir, je vous demande de renoncer à cette passion désespérée d'être au monde. Alors, du coup, le poème va s'organiser comme la description d'un monde contemporain, et ça va nous intéresser magnifiquement, bien que ça ait un demi-siècle d'âge, description d'un monde qui, au fond, est un monde abrité de tout réel. C'est un monde dans lequel le semblant a pris une telle vigueur que tout un chacun vit comme s'il était à l'abri du réel. Et que quand le réel se rappelle un peu trop, c'est tout de suite le désarroi subjectif total. C'est la crise subjective indexée sur la crise objective. Le monde que va nous décrire Pasolini, à partir du moment où cette vocation de Gramsci de faire advenir le réel de l'histoire a disparu, c'est un monde où règne ce que Pascal aurait appelé le divertissement. Que la théorie, on va parler, faire une parenthèse ici sur Pascal. Pascal est un immense théoricien de cette question du réel. Et on peut dire que le réel, pour Pascal, c'est l'impasse de tout divertissement. Si on reprend la formule de Lacan, c'est vraiment le moment où on ne peut plus se divertir de telle sorte qu'on est abrité du réel. Et au fond, la thèse de Pasolini va être aujourd'hui, dans la société capitaliste triomphante, le divertissement est roi. Il n'y a que lui. Thèse voisine peut-être de certaines thèses de Debord. Et il n'y a que le divertissement, c'est-à-dire il n'y a que le souci de se tenir aussi éloigné du réel que possible, de façon à cultiver, acheter, nourrir et alimenter le semblant. Ce que, nous allons le voir, Pasolini va appeler remplacer la vie par la survie. La survie, ça a une définition précise. Ça veut dire que vous avez renoncé, en effet, à la passion désespérée d'être au monde et que vous ne pouvez plus que
continuer votre divertissement. Alors, je vais simplement ponctuer cela par une première lecture d'un passage où vous entendrez, je le reponctuerai très rapidement, vous entendrez ce qu'est cette vie à l'écart du réel, cette vie qui ne veut plus faire advenir le réel de l'histoire, et comment, d'une certaine façon, elle est, elle aussi, nécessairement corrompue. Et on sent bien que pour ces êtres vivants, au loin, qui crient, qui rient, dans leurs véhicules, dans leurs mornes îlots de maison, où s'évanouit le don perfide et expansif de l'existence, cette vie n'est qu'un frisson. Présence charnelle, collective, on sent l'absence de toute religion véridique. Non point vie, mais survie. Plus joyeuse peut-être que la vie, comme en un peuple d'animaux dont le secret orgasme ignore toute autre passion que celle du labeur de chaque jour. Humble ferveur que vient parer d'un air de fête l'humble corruption. Plus se fait vain en cette trêve de l'histoire, en cette bruyante pause où la vie fait silence, plus se fait vain tout idéal, plus se fait vain tout idéal, plus se révèle la merveilleuse et brûlante sensualité, presque alexandrine, qui enlumine et illumine tout d'un feu impur. Alors qu'ici, un pan du monde s'écroule, et que ce monde se traîne dans la pénombre pour retrouver des places vides de mornes ateliers. Alors, dans ce passage, que je reponctue très rapidement, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez d'abord l'idée que la vie est dissipée. C'est-à-dire que dès lors que la vie n'est plus habitée par le projet de faire advenir son propre réel, elle est comme disséminée, elle est comme dissipée. C'est une vie qui, de divertissement en divertissement, est une vie perdue, une vie égarée, une vie qui ne se suffit que de son propre morcellement. Et c'est une vie qui est, de ce point de vue-là, c'est le deuxième point, elle est hantée par l'absence de toute vérité. La vérité est un mot qui vient à la place de réel, c'est la même chose. Quand Pasolini parle de l'absence de toute religion véridique, il ne fait pas allusion à une religion au sens habituel du terme. Religion véridique signifie simplement la conviction qu'une vérité est possible. C'est-à-dire la conviction que ce que Gramsci tentait peut être encore continué. C'est la conviction de Gramsci qui est ici invoquée comme désormais impossible. Ensuite, il y a l'idée que tout est ramené au couple du travail et de l'argent. Que le mode propre de cette dissipation de l'existence, c'est le règne absolu du couple du travail et de l'argent, à savoir le labeur de chaque jour d'un côté, l'humble ferveur, et de l'autre côté, l'humble corruption. C'est une expression admirable, l'humble corruption, parce que ça nous indique qu'il y a la corruption grandiose, la corruption spectaculaire, celle dont on nous donne de temps en temps le scandale. Mais ce n'est pas de celle-là qu'il parle. Ce qu'il parle, c'est du consentement général à ce qu'il en soit ainsi. Et ça, ce consentement général à ce qu'il en soit ainsi, le fait qu'en réalité, en définitive, tout le monde pense plus ou moins que ce qui est pas mal, c'est d'avoir tout de même l'argent nécessaire pour acheter ce dont on a envie, que ça, c'est la base même du monde tel qu'il est, ça, c'est l'humble corruption. C'est la corruption que nous partageons tous, plus ou moins, et dont le scandale des corruptions mémorables n'est que l'exception salvatrice. C'est-à-dire que si on donne en pâture de temps en temps, nous dit là, en fait implicitement Pasolini, de grands corrompus, c'est parce que ce qui compte, c'est la petite corruption. C'est ça qui est essentiel.
c'est le fait que chaque subjectivité soit en un certain sens achetée par ce qu'on lui propose de lui vendre. Et qu'on pourra sacrifier quelques grands corrompus pourvu que le système demeure. Les Chinois, qui sont des gens systématiques, en fusillent un de temps en temps de corrompus. Des gens plus déterminés. Mais tout le monde sait qu'il est nécessaire d'en fusiller quelques-uns pour que le système dans son ensemble, d'une corruption absolument inimaginable, demeure. Et donc c'est exactement ça. Et donc ce qui compte, on voit bien, ce qui compte, c'est l'humble corruption. Et puis alors, à la fin, il y a cette expression sur le fait qu'alors qu'un monde s'est écroulé, nous sommes dans cette trêve de l'histoire. Alors ça, c'est évidemment très important parce que c'est une question que nous pouvons nous poser vraiment, nous. Dans quel moment vivons-nous, après tout? Quel est notre site historique? Ce que proposait déjà de dire Pasolini, c'est que peut-être nous sommes dans un intervalle. Nous sommes dans un intervalle, c'est-à-dire qu'une première histoire n'est plus en état de faire valoir son réel. Gramsci est réduit à ses cendres. Lui-même nous dit « mais ne continuez pas ce que j'ai fait ». Et puis, peut-être que cependant, une autre histoire va commencer. Peut-être qu'autre chose advient, que nous sommes dans une autre figure de l'impasse de la formalisation, que c'est une autre étape, au-delà de l'arithmétique, si vous voulez. Qu'au-delà de l'arithmétique, on recommence à avoir un point d'impossible quelque part. Et à ce moment-là, on serait dans une trêve. On serait simplement dans un moment plat de l'historicité, entre quelque chose qui est révolu et quelque chose qui va apparaître, et que c'est la raison pour laquelle, finalement, nous nous traînons dans la pénombre pour retrouver des places vides. Description sévère, mais juste. C'est bien ce que nous faisons. Nous traînons dans la pénombre pour retrouver des places vides. Voilà, c'est ce que nous faisons, je veux dire, génériquement, sauf exception. Mais c'est ce que nous faisons tous d'un certain point de vue, parce que nous sommes tous, à un degré ou à un autre, dans l'humble corruption. Et dans l'humble corruption, vous ne pouvez faire que ça. Vous ne pouvez que continuer à être dans l'humble corruption en vous traînant pour trouver la place où vous allez pouvoir vous installer. C'est-à-dire le petit coin vide dans lequel vous allez pouvoir installer votre humble corruption. Vous allez pouvoir vous installer, quoi. Mais il faut bien s'installer. Vous voyez, l'idée de Pasolini, c'est qu'est-ce que c'est que s'installer quand on a perdu toute conviction quant à la possibilité de faire advenir le réel de l'histoire. C'est ça que tente de décrire le poème. C'est-à-dire, s'il n'y a plus, dans son langage, aucune religion véridique, alors que signifie vivre? Que signifie s'installer dans l'existence? Ben, s'installer dans l'existence, c'est gérer, d'une manière ou d'une autre, l'humble corruption. Voilà. Et alors, tout cela va conduire le poème, qui est immense, hein, vous le lirez en son entier, il est magnifique, splendide, extraordinaire, va conduire vers sa conclusion, que je vous lis, et qui va préparer la mienne. La vie, alors vous allez reconnaître tous les thèmes que nous avons déjà évoqués. La vie est bruissement, et ces gens qui s'y perdent la perdent sans nul regret puisqu'elle emplit leur cœur. On les voit qui jouissent en leur misère du soir. Et, puissant chez ces faibles, pour eux, le mythe se recrée. Mais moi, avec le cœur conscient de celui qui ne peut vivre que dans l'histoire, pourrais-je désormais œuvrer de passion pure, puisque je sais que notre histoire est finie. Voilà la fin du poème, où Pasolini tranche, en définitive, à sa manière à lui, sur le fait que l'histoire est finie, non pas du tout parce que cette histoire aurait comblé les vœux des hommes, mais tout au contraire parce que l'impuissance à les combler est actuellement ce qui s'est installé. Et que, par conséquent, la subjectivité fondamentale que le monde exige de nous, c'est une subjectivité de renoncement. Il nous faut absolument renoncer à
quelque chose pour pouvoir nous tenir comme de bons citoyens devant la scintillation du marché mondial. Voilà. Parce qu'il faut avoir renoncé à tout pour devenir un bon acheteur. Ça, c'est très vrai. Si vous avez une aspiration véritable, une religion véridique, vous ne pouvez pas vous contenter de ce qu'on vous vend. Donc vous ne serez pas le bon acheteur dont la machine a besoin. La machine a absolument besoin. Et c'est au fond ce que nous raconte Pasolini. Et il se demande si lui, il va pouvoir encore faire quelque chose. Œuvrer de passion pure. Alors nous retrouvons la passion du réel de nouveau. Est-ce que va pouvoir œuvrer de passion pure, comme ça, même continuer la poésie, continuer le poème, si, en fin de compte, on intériorise la conviction que notre histoire est finie. Alors, en fin de compte, et je vais ouvrir à quelques éléments conclusifs, la passion du réel a bel et bien été la passion du XXe siècle. Je confirme mon diagnostic. Et c'est, comme vous l'avez entendu dans ce poème, c'est de la mort de cette passion que Pasolini nous entretient. Dès 1954, donc au milieu du XXe siècle, un poète nous dit déjà l'histoire de ce siècle, dans ce qu'elle avait de tendu, de mémorable, de fondamental, l'histoire de ce siècle est terminée. C'était l'idée que l'histoire allait accoucher de son réel. Elle allait accoucher d'un monde nouveau, mais un monde nouveau qui serait le réel de l'ancien, exactement comme un nombre infini serait le réel de l'arithmétique ordinaire. Et on acceptait au XXe siècle que ceci puisse donner lieu à des violences considérables. Ça en valait la peine. Tout simplement, ça en valait la peine. Si réellement on devait accoucher d'un monde nouveau qui était ni plus ni moins le réel de l'histoire tout entière, ça en valait la peine. Et alors, ça en valait la peine parce que le réel aurait été non seulement révélé, mais il aurait été accompli. C'est-à-dire, nous aurions réellement eu une réponse positive à « est-ce que l'impossible peut exister ?» C'est ça. Et cette passion, ne s'arrêtait pas devant les objections mineures, morales ou autres, tout simplement parce que c'était la passion pour que l'impossible existe. Elle ne pouvait pas donc se régler sur les lois ordinaires de la possibilité. C'est pour ça que ça a été un siècle héroïque, sanglant, affreux, mais héroïque. Héroïque de l'héroïsme de qui affirme la possibilité que l'impossible existe. Parce qu'on peut définir comme ça l'héroïsme. L'héroïsme, c'est toujours de se tenir au point réel lui-même. C'est-à-dire de se tenir là où l'impossible va être affirmé ou confirmé comme possible. Et alors, la fin de l'histoire, au sens de Pasolini, c'est la fin de cette espérance. C'est-à-dire c'est la fin de l'histoire comme un des non possibles du réel. Et c'est la fin de l'idée que l'histoire puisse accoucher par elle-même d'un monde nouveau, dès lors qu'on soutiendra le point d'impossible qui lui est propre. La leçon qu'il faut en tirer, c'est sans doute qu'il faut dissocier histoire et politique. Que la question du réel de l'histoire n'est pas ce qui nous permet de garantir le réel de la politique. Ça, c'était la grande idée du XXe siècle. C'était l'idée que si on faisait accoucher le réel de l'histoire, on aurait réellement un monde politique nouveau. Vous remarquerez d'ailleurs que Marx affirmait l'existence d'une science de l'histoire, le matérialisme historique. Il n'a jamais affirmé l'existence d'une science de la politique. Et donc, finalement, le matérialisme historique absorbait le réel de la politique. Et donc, la politique était soumise à l'histoire. Et c'est de ça que nous avons maintenant, avec Gramsci, selon Pasolini, c'est de ça que nous avons les cendres. Nous avons les cendres de cette idée que faire accoucher le réel de l'histoire, c'est la même chose que découvrir la politique nouvelle.
Il faut donc peut-être dire que, en politique, ou pour la politique, le réel ne sera découvert qu'en renonçant, en effet, à la fiction historienne. C'est à la fiction selon laquelle l'histoire travaille pour nous, qui a été la grande idée du XXe siècle. L'histoire travaille pour nous, il suffit simplement d'accélérer un peu les choses, en tapant pas mal. C'était ça. Et si l'histoire ne travaille pas pour nous, c'est s'il n'y a pas de relation organique entre le réel de l'histoire et l'épanouissement ou le développement d'une politique de l'égalité, comme ça, alors il y a quand même la nécessité d'un renoncement, et nous devons simplement répondre positivement à la question de Pasolini. Et Pasolini nous dit, si l'histoire est finie, est-ce que je peux encore œuvrer avec une passion pure? Eh bien, on répondra oui. On répondra oui. On peut œuvrer avec passion, même si la fiction historienne est révolue. Même si l'on sait qu'il n'est pas exact que les structures générales de l'histoire et le réel de l'histoire travaillent dans la direction de l'émancipation. Et ça requiert une dissociation très difficile à conquérir entre l'espérance historique d'un côté et l'obstination politique de l'autre. L'obstination politique doit pouvoir se soutenir de l'absence de l'espérance historique. Si nous faisons ça, eh bien, nous aurons rendu justice aux cendres de Gramsci, finalement. Et nous aurons réellement entendu ce qu'il avait à nous dire, sous la forme que Pasolini transcrit, renoncer à la fiction historienne, mais nous n'aurons pas non plus la nostalgie de Pasolini. Pasolini n'est pas du tout sûr, lui, de pouvoir accepter le renoncement à l'histoire. Est-ce que je peux œuvrer encore poétiquement si ce grand rêve d'une histoire qui travaille dans la direction de l'émancipation de l'humanité s'avère non réel? On ne peut pas accoucher de son réel. Et alors, je pense que cette dissociation de la politique et de l'histoire, dans la question du réel elle-même, elle implique déjà, d'ailleurs, parce qu'elle est expérimentée, de ci, de là, il se passe des tas de choses. Il n'y en a pas besoin que l'histoire travaille pour nous, pour travailler nous. Voilà. On travaillera sans elle. La garce. Alors, il y a quand même certainement 3 impératifs qu'on peut formuler. Il faut arracher le masque du semblant démocratique. Alors, je vais récapituler là. Il faut arracher le masque du semblant démocratique. Ce qui veut dire en réalité expérimenter des formes démocratiques complètement différentes. Oui, parce qu'il faut arrêter de faire semblant que le seul contradictoire de la démocratie existante, c'est un totalitarisme bestial. En réalité, la démocratie existante a comme contraire une démocratie réelle. C'est son vrai contraire. Le contraire totalitaire, il sert à édifier le semblant de la démocratie imaginaire, évidemment. C'est la peur du loup, ça. Ah, mais si vous n'êtes pas démocrate, vous savez ce que c'est. Hein. Mais non, on peut aussi savoir ce que c'est qu'une démocratie entièrement différente de ce semblant, comme semblant du capitalisme lui-même. Et ça, c'est le premier point. Donc c'est sûr que l'époque s'ouvre, quant au réel, alors, à une expérimentation démocratique de type nouveau, qui a commencé depuis toujours. Qu'on peut repérer dans l'histoire, mais qui doit maintenant être sûre d'elle-même, qui doit se coordonner, se rassembler, se penser, avoir son corps de doctrine, et qui doit être se présenter comme explicitement opposé au semblant démocratique, comme le masque derrière lequel on trouve le réel du capitalisme mondialisé. Ça, c'est un premier geste. Le deuxième geste, c'est qu'il faut quand même formaliser pour notre propre compte le capitalisme contemporain.
Je veux dire, il faut inventer, alors dans la pensée, trouver, là aussi c'est absolument en cours, trouver des formalisations consistantes du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, parce que ceci va nous rapprocher de son point d'impossible propre. Parce que la question de l'égalité, elle n'est pas la même, elle est le point générique d'impossible propre du capitalisme, mais se rapprocher de ce point d'impossible varie selon les circonstances et les étapes du capitalisme lui-même. Le mode sur lequel l'égalité est impossible n'est pas le même en 1840 ou aujourd'hui. Et ça, c'est un point très important à connaître. Quels sont les chemins de construction du point d'impossibilité de type égalitaire dans le capitalisme contemporain? Ça requiert que nous soyons au point d'impasse de la formalisation réelle, c'est-à-dire que de la formalisation appropriée ou ajustée au capitalisme tel qu'il est. Et puis, troisièmement, il faut proposer un bilan du XXe siècle, c'est-à-dire un bilan du renoncement, si vous voulez, qui soit un bilan du renoncement tel que nous ne renonçons pas. C'est-à-dire il faut renoncer sans renoncer, c'est-à-dire il faut renoncer au sens de renoncer à un travail de l'histoire qui serait par lui-même et de façon structurale orienté vers l'émancipation. Mais il faut néanmoins continuer à affirmer que c'est bien au point réel de tout cela et au point d'impossible de tout cela que se situe la possibilité de l'émancipation. Donc quelque chose quand même du XXe siècle va se poursuivre. Nous ne pouvons pas accepter que tout ça soit jeté aux orties et entonner exactement les mêmes trompettes que nos adversaires. Ce n'est pas possible. Donc il faut proposer un bilan du XXe siècle qui soit comme un filtre, qui filtre dans ce qui a eu lieu, cela même qui, en effet, ne pouvait pas avoir lieu, était en impasse. Et ça, je pense que ça concerne en réalité ce qu'on pourrait appeler le régime de la destruction historique. Parce qu'il y a eu quand même un prix à payer terrible à cette idée que l'histoire travaillait pour nous. C'était que comme elle ne travaillait pas pour nous, il fallait la forcer à le faire. C'est-à-dire, il fallait accoucher son réel supposé, qui était le travail dans le sens de l'émancipation. Et par conséquent, le régime général était celui de la suspicion, le régime des suspects, comme on a dit dès la Révolution française d'ailleurs. Parce que si l'histoire ne travaille pas pour nous, c'est qu'il y a des saboteurs. C'est comme dans une usine, si ça ne marche pas, il y a des saboteurs. Il y avait donc des saboteurs de l'histoire. C'était quand même des responsabilités considérables d'être un saboteur de l'histoire, vous imaginez. C'est pourquoi on les a massacrés en masse. Voilà. Et ça, c'est malheureusement dans un dispositif cohérent que tout cela s'est passé. Donc c'est bien ce dispositif d'ensemble qu'il faut remanier et redisposer. Parce que vous voyez bien comment ça se passait. C'est-à-dire, si vous êtes quant au réel sur une hypothèse fausse, à savoir que vous placez le réel au regard d'une formalisation qui n'est pas la bonne, exactement comme si vous placez le point de réel comme impasse de la formalisation historique. Et si vous ne séparez pas politique et histoire de ce point de vue-là, vous aboutissez à la conclusion que comme les effets que vous en attendez ne se produisent pas, et comme vous ne renoncez pas à votre hypothèse que c'est là que ça se passe, vous êtes obligé de trouver les coupables. Et ça, c'est un processus qui s'enclenche dès la Révolution française. Il est bien antérieur à la terreur stalinienne, pour l'appeler par son nom. Et il est le régime général du suspect comme acteur du sabotage historique lié à une hypothèse qui finalement est une hypothèse erronée. On peut, du point de vue dialectique, on peut transformer cet enseignement en disant ceci. Puisque l'histoire devait accoucher d'un monde émancipé, on pouvait accepter et même requérir une destruction maximale. C'est ce que j'appelle la destruction historique.
puisque c'était l'histoire qui devait accoucher, il n'y avait pas de problème à ce que les destructions soient à échelle de l'histoire. Vous comprenez? Donc, on ne reculait pas devant des destructions qui étaient des destructions de caractère véritablement phénoménal, historique. Et la dialectique a suivi. La dialectique a suivi sous la forme suivante, qui est que la négation porte l'affirmation. Une conviction très, très ancrée dans le XXe siècle. La critique, la destruction portent en elles-mêmes l'affirmation. Et les données du monde émancipé surgiront de la destruction du vieux monde. C'est aussi pour ça que la destruction du vieux monde occupait une place énorme et que la lutte était infinie, interminable. Donc je pense qu'il faut remplacer cette dialectique par une dialectique affirmative. Alors ça, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, c'est un problème théorique compliqué, mais il faut renoncer à l'idée que la négation porte l'affirmation. Ça, c'était lié à l'idée d'un accouchement forcé de l'histoire. En réalité, on l'a vu au XXe siècle, la négation porte la négation, d'abord. Et elle engendre d'autres négations. Et en réalité, il faut dire que la négation, l'usage de la négation doit être sévèrement contrôlé par une affirmation préalable. Mais pour ça, il faut se situer à un autre point de l'impossibilité que celui de l'histoire générale. Cela donnera pendant tout un temps aux nouveautés politiques un caractère inévitablement local. Ça, c'est comme ça. Nous ne sommes pas en état, pour l'instant, de lui donner une figure générale. Ce seront des expérimentations locales, qui peuvent être de grande importance, de grande envergure, et dans lesquelles c'est d'un principe affirmatif interne à ce qui se passe, interne aux gens, interne à ce qu'ils discutent, interne à ce qu'ils font, que sera définie la norme de la négation, et par conséquent sa limite. Et en ce sens, il faudra renoncer, en effet, à l'échelle historique des destructions. Alors, voilà, c'est cette raison affirmative, oui, fini. C'est cette raison affirmative sur laquelle je conclurai. Et je crois que c'est elle dont Pasolini fait le portrait dans d'ailleurs un autre poème. Un poème qui s'appelle, alors là, il est à lire parce que c'est un titre qui peut nous plaire. C'est un poème qui s'appelle Victoire. C'est tellement rare. Et vous allez voir, écoutez-le bien parce que vous allez voir à la fois qu'il redit ce dont je viens de parler, mais avec une inflexion qu'il faut un peu modifier. Il parle de celui qui essaie de garder la passion du réel dans les conditions nouvelles de ce que Pasolini appelle la fin de l'histoire. Voilà, il est orphelin de l'histoire et cependant il essaie de garder la passion du réel. Héros, alors je le cite, héros désormais déchiré, il ne trouve plus désormais la voix qui touche le cœur. Il s'en remet à la raison, qui n'est pas la raison, mais plutôt la sœur triste de la raison, celle qui cherche à saisir ce qu'il y a de réel dans le réel. Celle qui cherche à saisir ce qu'il y a de réel dans le réel, avec une passion qui se refusera tout extrémisme. Voilà. Alors, voilà, c'est ce qu'il nous faut, cela. Cette raison qui fait le deuil de l'historicité favorable, qui demeure cependant dans la passion du réel et qui cherche à saisir ce qu'il y a de réel dans le réel, qui cherche dans l'expérimentation politique locale à saisir ce qu'il y a de réel dans le réel et qui se garde de l'extrémisme destructeur. Et ce que je pense, ce sera mon seul point de divergence avec Pasolini, qui est aussi mon point final,
Je ne crois pas que cette sœur de la raison soit triste, comme il le dit. On sent bien que chez lui, le renoncement est si pénible que cette sœur de la raison qu'il propose, qui est la raison affirmative, est une sœur triste. Je pense que ce qu'il nous faut concevoir et garder, c'est que la passion de chercher ce qu'il y a de réel dans le réel est une passion joyeuse. C'est réellement une passion joyeuse. Merci. Merci, cher Alain Badiou, pour cette magnifique leçon. Comme vous le voyez, il est 19h, il est donc trop tard pour des questions, mais après tout, nous avons là finalement inventé ensemble une formule qui n'est pas familière à Cité Philo, mais qui est celle de la belle conférence. Nous en sommes vraiment ravis. Mais vous ne faisiez quand même pas que des vilaines conférences. Non. Rassurez-vous. Mais bon, disons que là, je trouve que vous avez magnifiquement parachevé le diagnostic du XXe siècle que vous aviez entrepris dans le siècle. Et vous avez montré en quoi, sans passer dans la posture du jugement, ce diagnostic pouvait recéler une critique. En ce sens, ce soir, nous aurons fait peut-être avec vous, grâce à vous, définitivement le deuil du XXe siècle. Mais c'est un deuil effectivement joyeux. Effectivement, ce sont des pompes qui ne sont pas funèbres et qui vont par conséquent nous montrer qu'avec ce changement d'horizon, de l'histoire à la politique, très, très, très joli programme, c'est d'ailleurs peut-être à une autre composante et du XVIIIe et du XIXe et du XXe siècle que nous sommes amenés à renouer, parce que peut-être que la figure d'un certain jeune Marx ici serait à réactiver. Nous aurons l'occasion d'en reparler puisque nous avons plusieurs séances sur Marx. Encore une fois, merci Alain pour cette très belle conférence. Merci à vous tous.